Bonjour à tous, match au sommet ce samedi à 19 h, Sarreguemines face à Forbach, c'est le derby à ne pas manquer. Un match à suivre en direct sur Mosaïque. Le sommaire de cette édition, c'est maintenant. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire de ce 30 minutes carte des futurs intercos, le préfet dévoile son schéma. Il officialise ce que tout le monde savait déjà. Il ne baisse pas les bras. Depuis 10 mois, les entreprises Core et Steeltech essaient de sortir de leur redressement judiciaire. Situation sociale à Smart, les 39 heures ont toujours du plomb dans l'aile. Les religions sont-elles Charlie? Un prêtre, un pasteur, un rabbin et un imam débattent de la liberté d'expression dans les religions. En moyenne, un foyer de 4 personnes jette chaque année 20 à 30 kg de produits alimentaires consommables. Les héritiers des 30 Glorieuses doivent se projeter et entreprendre. Dans cette optique, l'IUT a organisé un séminaire très original, Idéaux. Nous finirons entre les lignes, l'invité Claude Wagner, sociologue, s'est penché sur cette réalité sociale dans son livre « La vie sociale dans un café lorrain ». 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, toujours rien de bien réjouissant. Les nuages gardent le haut de l'affiche et maintiennent un temps gris et humide sur notre département tout au long de la journée. Des petites pluies faibles et éparses sont d'ailleurs possibles par endroits. Côté température, les minimales iront de 2 à 5 degrés, les maximales de 7 à 10 degrés. Demain samedi 17 octobre, nous fêtons les Baudouins. Le soleil nous accompagnera de 7h51 à 18h36. Et tout de suite, retrouvez notre séquence nature. Très bonne journée et à demain. C'est la période. À Zétain, la fabrication du jus de pomme bat son plein. Quelques membres de l'association des arboriculteurs proposent à leurs adhérents un jus de pomme très naturel. Le principe est simple, les intéressés livrent les pommes, elles sont broyées, pressées, puis pasteurisées avant d'être mises en bouteille. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et c'est parti pour l'essentiel de l'info. Bonjour Julien. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors, carte des futurs intercos, le préfet a dévoilé son schéma. Au final, il a officialisé ce que tout le monde savait déjà. Alors oui, on le savait, d'abord parce que la plupart des fusions d'interco sont évidentes, que pour certaines, il en était d'ailleurs question depuis déjà pas mal de temps. Ensuite, parce que ce schéma a évidemment fuité, puisqu'il avait déjà été envoyé avant la réunion de lundi à tous les élus qui composent la CDCI, donc la Commission départementale de la coopération intercommunale. Pour rappel peut-être rapide, elle comprend 57 membres en Moselle, il y a différents collèges, et dans le secteur, on a par exemple Roland Roth qui siège pour représenter la Casque, et Céleste Lette qui est l'un des représentants des 5 communes les plus peuplées du département. Et nous voilà donc officiellement partis vers la fusion de la communauté des communes de l'Albe et des Lacs avec la Casque. Absolument. On écoute à ce sujet préfet, président de la Casque et sous-préfet. C'est comme une histoire qui s'écrit pas à pas, page à page. Et cette histoire, elle ne fait que commencer. Nous allons l'écrire ensemble, dans l'intérêt du territoire. Il ne s'agit pas simplement d'agrandir un périmètre parce que quelque part on a voulu que les intercos aient une taille plus importante. Je crois qu'il faut aller au-delà. Ce travail doit se faire sous forme d'un accord gagnant-gagnant. Il y a une proposition du préfet qui s'appuie sur des critères objectifs que je lui ai proposés. On est dans une similitude de bassin de vie, on est dans le même schéma de cohérence territoriale, il y a des interactions qui existent d'ores et déjà. Il est logique que l'on propose cette fusion. Cette fusion, ensuite, elle peut être renversée, mais elle va surtout donner lieu à un temps de discussion, de négociation et de consultation des conseils municipaux que la loi a expressément prévu.
Donc il ne reste au final plus qu'à formaliser ce rapprochement. Alors la casque passerait à 66 025 habitants. Dans quel délai, Julien ? Eh bien, le nouveau périmètre doit entrer en vigueur le 1er janvier 2017, donc à peine un peu plus d'un an. Alors, est-ce que cela veut dire que tous les services seront déployés à l'ensemble des communes ? Alors, on pourrait citer le transport, le réseau câblé, les ordures ménagères, il y en a bien sûr d'autres. Alors, toutes les communes vont évidemment bénéficier des mêmes services. Donc forcément, ces services vont être étendus aux nouvelles communes qui vont intégrer la casque dans le cadre de cette fusion. Il faudra voir d'ailleurs si ça change de nom, c'est pas exclu, il n'y a pas de raison. Pourquoi pas, on verra. La casque de l'Albe et des Lacs. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc évidemment, tous les services pour toutes les communes. Il y a aussi des changements d'un point de vue fiscal, puisque la TPU, la taxe professionnelle unique, perçue directement par la communauté d'agglo, va jouer pour l'ensemble du périmètre. La loi l'impose dans le cadre d'une communauté d'agglomération. Autant la communauté de communes de l'Albe et des Lacs avait le choix et avait décidé de ne pas le faire, autant maintenant, dans le cadre d'une grande communauté d'agglo, il n'y a pas le choix. Et puis, il faut savoir que la loi NOTRe impose aussi des nouvelles compétences obligatoires aux intercos. Alors, dans ces nouvelles compétences obligatoires, il y a le tourisme, l'accueil des gens du voyage, les déchets, tout ce qui est eau et assainissement. De ce point de vue-là, la casque était de toute façon en avance. Donc, pas de souci. La seule chose qu'il faudra finalement mettre à jour, ça va être d'étendre la compétence assainissement, puisque pour le moment, la casque gère tout ce qui est des stations d'épuration, mais pas le réseau communal des eaux usées. Or ça, il va falloir le faire. Il y a bien d'autres compétences telles que les transports qui vont devoir être étendues, par exemple. Oui, mais ça ne fait pas partie des nouvelles compétences obligatoires. Parce qu'il y a certaines intercos qui sont confrontées à ces nouvelles compétences obligatoires qu'elles n'exerçaient pas du tout jusqu'alors. Or, la casque est moins concernée puisqu'il se trouve qu'elle les exerçait déjà. Et il y a donc juste pour tout ce qui est du réseau communal des eaux usées où elle va devoir se mettre à jour. Mais la loi prévoit que ça doit être fait d'ici le 1er janvier 2020. Et comme ils sont déjà en avance au niveau de la casque, du coup, Roland Roth dit déjà que ça sera fait avant. Ils ne baissent pas les bras. Cela fait 10 mois que les entreprises Core et Stiltech se battent. Ils sont en procédure de redressement judiciaire. Oui, Core et Stiltech sont donc deux entreprises emblématiques du groupe GZ. Core à Sarreguemines, Stiltech à Creutzwald, mais aussi à Sarreguemines, en redressement judiciaire depuis 10 mois, avec régulièrement des audiences au tribunal où les deux entreprises ont pu bénéficier jusqu'à maintenant de reports. Et prochaines audiences les 27 et 28 octobre. Alors chez Stiltech à Creutzwald, l'activité a redémarré. Les salariés font même des heures supplémentaires. Qu'en est-il de Sarreguemines? On regarde l'intervention de Guy Zins. Contrairement au site de Creutzwald, où les produits fabriqués ont une véritable spécificité, l'activité est moins soutenue à Sarreguemines, où l'on a du mal à trouver des travaux importants. La concurrence des pays low cost est très forte dans le domaine de la mécano-soudure. Donc les prix, voire les marges, se voient par conséquence réduites. Et il faut faire de très nombreux efforts pour arriver à vendre avec des résultats. Alors, il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver à vendre avec des résultats. Comment cela peut-il se traduire? Alors, au niveau des efforts, on aurait pu imaginer par exemple de la réorganisation, de la modernisation. Dans ce contexte, c'est impossible. Problème de trésorerie, quand on est en redressement judiciaire, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Alors après, il y a éventuellement travailler plus sans gagner plus. Pourquoi pas? Ça passe par des négociations. On parlera sans doute du cas de Smart. C'est pas toujours évident. Sinon, il y a bien évidemment supprimer des emplois. Il n'y a pas une très grande marge de manœuvre. Il y a déjà 51 emplois qui ont été, 51 postes qui ont été supprimés dans le cadre de cette restructuration. Alors autant on sait que Guy Zins, il sait faire plein de choses, qu'il sait rebondir, qu'il sait tout ça. Maintenant, concrètement, il faudra voir le 27 et 28 octobre, et puis par la suite, s'il bénéficie encore d'un report, quoi. On continue avec la situation sociale à Smart. Alors, les 39 heures ont toujours du plomb dans l'aile. Alors oui, donc les négociations devaient reprendre, ont repris cette semaine. Pas grand-chose en a filtré, si ce n'est la CGT qui est sortie de là en disant ce ne sont pas des négociations, c'est uniquement la relecture de l'accord. Il n'y a pas d'avancée, donc nous, on s'en va.
Et ils ont fait donc hier une conférence de presse pour donner un petit peu leur position, puisque CGT et CFDT, qui sont les deux syndicats majoritaires, continuent de refuser de signer. Bon, on écoute justement la position de la CGT et de la CFDT. L'avenant dit effectivement que les heures vont être payées en heures sup, seulement ce qu'il propose, c'est diminuer le salaire. Donc ce qui est complètement inacceptable pour nous et on ne l'acceptera pas. Donc on refuse ces avenants au contrat de travail. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a une violence phénoménale envers le monde du travail, envers les salariés. On essaye d'aller d'éclater le code du travail, on essaye de leur baisser les salaires. C'est une violence mais phénoménale au niveau du travail. Alors ça suffit pas encore. Eh ben, on va encore dans les entreprises où il y a des statuts, on essaye d'enlever les 35 heures. Là-bas, on va essayer d'enlever des lois protectrices. Et puis on a les discours de nos dirigeants aujourd'hui qui disent ben oui, il faut en passer par là pour la compétitivité. Et tout ça pour l'argent. Quel argent ? Un prêtre, un pasteur, un rabbin et un imam pour débattre de la liberté d'expression dans la religion. Alors Julia, tu as animé ce débat sur Mosaïque. Qu'est-ce que tu en retiens ? Alors il y a très nettement de leur part à tous les quatre une très forte volonté de dialogue interreligieux, mais aussi de communication et d'ouverture vers le grand public. Alors, il est plutôt exceptionnel de voir 4 représentants de religions différentes œuvrer ensemble et se poser la question, les religions sont-elles Charlie ? Donc ça, c'est essentiellement le cœur de la question de la conférence qui a lieu jeudi soir. Donc allez-y, c'est au Casino des Faïenceries, jeudi à 20h. Et puis, vous pourrez aussi poser vous-même vos propres questions. Bien évidemment, c'est en entrée libre. En moyenne, un foyer de 4 personnes, Julia, jette par année 20 à 30 kilos de produits alimentaires consommables. C'est pas terrible comme chiffre, comme constat. Surtout quand on se dit que finalement, il est pourtant possible de réaliser des bons petits plats, même avec des fruits et des légumes qui ont un petit peu du vécu, on va dire. Et on regarde l'exemple en image. On a fait des chips avec les patates, on les a épluchées. J'ai fait un gâteau à la Mirabelle. Qu'ils apprennent justement à ne pas jeter, à ne pas gaspiller. Et qu'ils utilisent vraiment tout le légume et tout le fruit qu'on avait justement des fois 3-4 jours, 5 jours dans le réfrigérateur qui était un peu abîmé. Donc l'intérêt c'était de leur dire, de leur apprendre comment réutiliser ce fruit ou ce légume. Donc une opération purement pédagogique. Alors comme Jean l'a si bien dit dans le reportage cette semaine, les héritiers des 30 Glorieuses doivent se projeter et entreprendre. Dans cette optique, l'IUT a organisé un séminaire, on va dire plutôt original. Eh bien oui, puisque finalement, façonner sa carrière professionnelle, accorder travail et vie privée, créer son propre emploi, voilà ce à quoi tendent nombre d'étudiants aujourd'hui. Le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine est là pour encourager et aiguiller celles et ceux qui se lancent ou qui se lanceront un jour. Donc ce pôle, il faut savoir qu'il est rattaché à l'Université de Lorraine et il donne en fait la possibilité à des étudiants de suivre la méthode IDEO. En immersion, pendant 3 jours, les étudiants doivent créer un projet d'entreprise fictif, mais viable. On part à l'IUT avec ce sujet de Jean Birkel. Le tout se passe dans les locaux de l'IUT, sans possibilité de se connecter à Internet, et sous l'œil du tuteur Nicolas Bastien, expert en gestion de projet, stratégie et gestion d'entreprise. Ce sont des personnes qui sont capables à la fois de faire appel à leur créativité, mais aussi à de la méthode. C'est également des personnes qui sont capables de fédérer en interne dans les entreprises, d'intégrer également la stratégie. Donc ils développent une vision globale qui aujourd'hui sont très intéressantes pour les recruteurs et qui sont très recherchées en entreprise. Alors si j'ai bien compris, l'idée n'est pas du tout d'engager les étudiants sur la voie de la réalisation. Alors, pas dans l'immédiat, mais c'est clair que ça peut leur mettre le pied à l'étrier parce que ça les fait vraiment travailler de manière concrète sur un projet plausible, réalisable. Ça leur montre aussi qu'ils en sont capables le jour où ils décideront de se lancer. Et puis, il y a un collectif de professionnels de la création-gestion d'entreprise qui assiste à ce qu'on appelle la restitution des projets, donc la présentation finale. Et donc qui juge la performance et qui indique aux étudiants s'ils font fausse route ou non. Et pour finir, la question Facebook de la semaine. Et oui, et cette semaine, c'était qu'est-ce que vous pouviez faire enfant et que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui ? Et là, beaucoup de nostalgie dans la réponse de Muriel Schild qui écrit « Faire toutes les choses possibles avec l'insouciance des enfants. Aujourd'hui, l'insouciance s'est envolée.
Et on se doit d'être posé et responsable. On sait malheureusement que le bonhomme en rouge ne passe pas par la cheminée. On a perdu la magie de l'enfance et on ne revient malheureusement plus en arrière. Et il y a aussi Micheline Roucheté qui semble elle aussi pleine de regrets et qui écrit « Je pouvais vivre, rire, chanter sans que personne ne me reprenne ». Beaucoup de nostalgie dans ces réponses. Alors 2 tickets cinéma pour Muriel et Micheline et rendez-vous lundi pour une nouvelle question. Un événement important à venir, Julia, cette semaine? Eh ben on a dimanche les 10 km de Sarreguemines. C'est organisé par le CAN et l'ASSA. Départ à 10h, avenue de la Blise. Allez-y, allez les soutenir. Voire inscrivez-vous, vous avez encore le temps. Fin de l'essentiel de l'info. Merci Julien. Bon week-end. Alors on se retrouve dans un court instant entre les lignes du livre de Claude Wagner, La vie sociale dans un café lorrain. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Samedi, 6e journée de CFA2, le Sarreguemines FC se déplace à Forbach. Un derby toujours très attendu par les supporters des 2 clubs voisins. Plus de sport, c'est samedi à 19h en direct sur Mosaïque. Alors par le passé, c'est au café que battait le cœur du village. Les choses ont bien changé, il a vécu les bouleversements de notre siècle. Claude Wagner, sociologue, s'est penché sur cette réalité dans son livre « La vie sociale dans un café lorrain ». Entre les lignes est présenté par Marianne Gabriel. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Il est né à Rohrbach-les-Bitches au premier étage du café d'Élinger pour dire que son livre est un retour aux sources, une contre-plongée sur un univers familier avec un regard presque attendri sur une époque révolue. Claude Wagner, chercheur associé à l'Université de Strasbourg et professeur de sciences économiques et sociales au lycée Queberlé de Célestat, a pris pour objet d'étude sociologique le lieu de son enfance, le café d'Élinger. Un lieu de passage et d'habitude où se jouent des tranches de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de café. Le café comme un lieu de consommation, comme un lieu de rencontre, comme un lieu social, mais aussi comme le reflet d'une époque. Alors aujourd'hui, on va se pencher spécialement sur le café d'Élinger. Ce café se situe à Rohrbach-les-Bitches. Ce café a fait l'objet d'une approche historique et ethnographique réalisée par Claude Wagner et publiée sous le titre « La vie sociale dans un café lorrain ». Bonjour Claude Wagner. Bonjour. Alors vous avez un lien particulier avec ce café? J'ai un lien très particulier avec ce café puisque j'y suis né donc il y a quelques années de cela. Et c'est mes grands-parents qui ont créé ce café et qui s'est perpétué au fil des générations avec mes parents, mes proches parents. Et donc ça fait 2 générations que ce café vit sous la houlette de la famille d'Élinger. Depuis 1920, est-ce que c'est parce que justement il a une telle longévité qu'il devient un sujet intéressant? Certainement, parce que dans la mesure où il s'inscrit dans la durée, il méritait notre attention, mon attention, parce que aussi ce sont des traditions qui se perpétuent, c'est des coutumes qui s'inscrivent dans un lieu. Ce sont des lieux de vie, des lieux de sociabilité et qui transmettent une certaine idée que l'on peut se faire de la rencontre. Alors comment vous avez mené cette étude? Alors je cite, à un moment vous dites « Cette approche de la réalité sociale n'a de sens que si elle s'appuie sur des statistiques et des observations plus générales ». Qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, j'inscris la vie sociale de ce café dans un cadre plus général qui est la vie sociale à Rohrbach-les-Bitches et aux alentours. C'est-à-dire qu'un café ne peut vivre qu'à travers la vie sociale autour de ce café. Et le café est en quelque sorte une caisse de résonance de ce qui se passe dehors. Ce qui se passe à l'intérieur est en fait le reflet de ce qui se passe dehors. C'est ça qui m'intéresse aussi, ce sont ces interactions aussi. Alors sur la durée de 1920 jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui a fondamentalement changé le café?
Il y a certainement des invariances, il y a des choses qui n'ont jamais changé, ce sont les rencontres qui se font dans les cafés. Ce qui a changé beaucoup maintenant, et on le voit aussi non seulement dans le pays de Bitche, mais aussi ici à Sarreguemines, c'est que les cafés, ce type de café ont tendance à disparaître. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. C'est-à-dire qu'à travers la disparition de ce café, disparaissent aussi une certaine vie sociale. Et comment vous expliquez ces disparitions de café ? Alors la disparition des cafés s'explique avant tout par un monde moderne qui s'installe, par des mentalités qui changent, mentalités je dirais presque plus urbaines que rurales qui s'installent dans les campagnes, et une vie plus trépidante. J'irais même jusqu'à dire que les valeurs changent aussi, les valeurs des solidarités et de convivialité disparaissent au bénéfice d'une certaine forme d'individualisme quand même aussi. Est-ce que les cafés, on peut dire qu'ils ont moins bien résisté à la campagne qu'en ville ? Je pense. La densité n'est pas la même. La densité dans les campagnes n'est plus la même. Les gens habitent toujours, plus ou moins encore dans les campagnes, mais la densité n'est plus la même. Moi j'appelle ça une densité plus diffuse. C'est-à-dire que les gens n'ont plus le temps de s'arrêter, ils se déplacent constamment en voiture, ils ne prennent plus le temps de s'arrêter. Alors que dans les villes, la densité est quand même plus forte. Je viens d'arriver par la gare et je m'aperçois qu'il y avait comme un grand marché encore à Sarreguemines. Les gens prennent le temps de parler, prennent le temps de faire leurs courses, et pendant ce temps-là, ils peuvent aussi aller dans les cafés. Donc en ville, je dirais que quelque part, la densité est beaucoup plus forte et les rencontres sont paradoxalement plus importantes. Est-ce qu'on peut parler d'une utilité sociale ? Est-ce que le café a vraiment une utilité ? Certainement, le café a une utilité sociale. Ça l'était plus dans le passé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que la vie sociale est ailleurs. Elle est moins dans les cafés que peut-être sur les réseaux sociaux ou peut-être entre amis. On reconstruit un petit peu le lien social autrement que dans cette rencontre avec l'autre, dans ce lieu qui est le café. Ces rencontres parfois spontanées aussi. Oui. Cette spontanéité n'existe plus aujourd'hui. Alors comment un café aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire pour survivre ? Parce qu'il y a eu de la loi E20. Il y a aussi toute cette vie trépidante dont vous parliez, les supermarchés, l'arrivée de la télévision, enfin toute cette vie moderne. Comment est-ce que les cafés arrivent à survivre ? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Je pense que les cafés arrivent très difficilement à survivre et je crois, et on l'a un petit peu dit avant, ils peuvent vivre que s'ils changent un peu leur concept, qu'ils changent un petit peu leur façon d'aller vers le client, de changer l'offre. Est-ce que la clientèle change ? Il faut changer Je pense qu'il faut changer aussi, c'est vrai, la manière de servir le client. Et il faut aller vers le client, et le client a beaucoup changé. C'est évident que ce client-là n'a plus les mêmes exigences que le client d'il y a 20, 30 ans. Alors c'est pour ça qu'on voit aussi des cafés qui font maintenant, la plupart, en tout cas en ville, de la petite restauration. C'est un petit peu, je dirais presque la dérive. D'ailleurs, le Café des Lingers faisait un peu cette petite restauration. Il fut un temps, ce n'était pas sa vocation première, mais il faisait un peu de petite restauration. Ça a aidé un petit peu à rendre encore le café, à maintenir une certaine forme d'originalité. Mais autrement, c'est vrai qu'il faudrait imaginer des petites restaurations ou, je pense, des soirées festives, des soirées à thème, rendre le café vivant d'une autre manière. Parce que la vie au café ne va plus de soi, les gens ne vont plus de soi au café, donc il faut que le café aille vers les clients et trouve vraiment des idées pour faire venir ce client. Là, on arrive à la transition. Alors dans le café, justement, on voit défiler toutes sortes de personnes. Il y a les gens de passage, les occasionnels et les habitués. Mais comment reconnaît-on un habitué ? Écoutez. Dressons le portrait de M. Albert. Qu'a-t-il de particulier, M. Albert ? M. Albert est un fidèle du Café des Lingers. Il y a ses habitudes. L'horloge du café annonce 10 heures. M. Albert ne devrait plus tarder. En effet, il est 10h02. Il entre par la porte principale du café, salue le patron et les clients présents, puis s'installe à la troisième table à droite, avec vue sur la rue principale, la rue des Alliés. Le patron le laisse s'installer, puis l'interpelle. « Wie immer, Monsieur Albert ?»« Kaffeeschnaps » répond-il tout de go. « Wie geht's, Monsieur Albert ?»« Es geht so, mais morgen gehen » affirme-t-il.
Alors, que représente cette parenthèse pour l'habitué du café? Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a de moins en moins d'habitués et qu'il faut de nouveau réussir à fidéliser une clientèle. Oui, bon, c'est le cas de tous les commerces, hein. C'est de capter, de créer une sorte de marché captif, de capter le client par des, je dirais pas par des artifices quand même, hein, par des artifices commerciaux, non. La meilleure manière de capter le client, c'est de lui rendre le service le meilleur possible. Mais il est vrai que les habitués sont des personnes qui constituent une population qui entretiennent un petit peu la culture du café, qui font que le café ait une identité propre et ils forment un petit peu le noyau des clients. Et qui sont-ils, ces habitués, justement? Alors ces cafés, dans le Café des Lingers, ce serait un portrait de type, ce serait quelqu'un qui serait plutôt d'origine modeste, artisan, commerçant, ouvrier, employé, et qui aurait, en fin de journée, ou presque en début de journée, viendrait, mais pas tout à fait au milieu, mais en début ou en fin de journée, viendrait s'installer pour discuter, en attendant peut-être qu'un autre habitué vienne et qu'il partage quelques moments conviviaux. Est-ce qu'on peut dire que la population d'un café à un moment donné est le cliché d'une époque à un moment donné? Je pense qu'il y a de cela dans la clientèle des cafés. Alors c'est des clichés, je parlerai d'état des mentalités, c'est-à-dire que le café, comme je disais avant, est une sorte de quête de résonance. Et dans les discussions, on retrouve forcément, dans les sujets de discussion, on retrouve forcément des sujets qui se passent ailleurs ou des phénomènes, des faits qui se passent ailleurs. Et donc on est dans le cliché, mais on est aussi dans l'échange d'informations. Et parfois l'information n'est pas toujours très fiable, alors il faut confronter avec une autre pour que tout le monde puisse s'entendre sur une même observation. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les cafés furent dans le temps, on faisait des réunions électorales, souvent dans les cafés, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et Balzac disait que c'était le Parlement du peuple, le comptoir était le Parlement du peuple. Oui. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est représentatif de l'opinion publique? En partie, je dirais que le café est représentatif de l'opinion. On y croise des gens qui ont des opinions, des points de vue, et il est important de les confronter. Alors parfois les clients s'arrêtent quand même à un certain stade, ils ne veulent pas complètement dévoiler leurs orientations politiques, mais quand même. Et ça se passe comme si on devait systématiquement ou presque critiquer les politiciens, quel que soit leur bord politique, dans une critique parfois un peu acerbe. Et c'est là que parfois le patron intervient en disant, en modérant un petit peu, que tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, etc. Donc c'est un Parlement du peuple, mais avec une certaine modération. L'essentiel se fera dans l'isoloir, je pense, où la décision se fera. Oui, maintenant on va plutôt prendre la température sur Internet. En plus, c'est vrai. Le Café des Lingers, il doit sa survie à quoi? Parce que c'est vrai qu'il a passé plusieurs époques. Comment vous l'expliquez? Il doit sa survie à la ténacité, au fait que mes parents, ma mère, ma tante, ils sont tellement attachés qu'ils s'en sépareront très difficilement. Donc c'est une attache viscérale, c'est une attache historique, traditionnelle. Après, la succession, on n'est pas du tout assuré, bien sûr, parce que c'est tellement incertain que... Non, ce type de café qui s'inscrit dans une histoire familiale, ont malheureusement pour vocation d'être un petit peu condamnés à terme aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup, Claude Wagner, d'avoir accepté cette invitation. On peut trouver votre livre c'est publié aux éditions Jérôme Daubetzinger. Voilà. C'est une édition alsacienne. Alsacienne de On peut le Strasbourg-Colmar. trouver également à la librairie Sarreguemines Confluence, au Cora aussi. Cora Sarreguemines, oui. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, entre les lignes.